Est-ce que je parle seulement de la guerre ou de l'agriculture? Je vais te poser une question très directe, c'est-à-dire que bon, tu reviens de 3 semaines d'Irak, qu'est-ce qui t'a amené et pourquoi tu as eu envie de partir? Bon, eh j'ai été en Irak parce que je sais que l'embargo était prolongé, et je savais que la situation était extrêmement difficile et que de cette situation de pénurie, nous étions responsables parce que cela résultait d'une décision du Conseil de sécurité auquel la France avait participé. Donc, s'il y a de la misère partout dans le monde, j'avais une raison particulière d'être responsable, donc d'aller voir et de dénoncer. Et le résultat? Et le résultat, j'ai vu un pays condamné au chômage. L'embargo porte surtout, évidemment il y a un petit peu de contrebande, et il y a des aliments offerts partout, il y a des biens de consommation offerts partout, mais en face il y a un pays ruiné qui n'a pas de pouvoir d'achat. 20% de la population autour du pouvoir ou le commerce en profite, mais les 80% restants sont tous en chômage. Une ville comme Bassora, la grande ville du sud, qui est aussi le grand port, qui est la grande ville industrielle, toutes les grandes industries sont fermées et la majorité des petites et moyennes entreprises. Alors condamner un pays au chômage, et même les paysans sont condamnés à un chômage partiel, parce que les paysans n'ont pas de semences, les paysans n'ont pas de pesticides. Enfin, on a coupé tous les intrants. Voici un pays qui avait monté toute une industrie, toute une activité de volaille et d'œufs, mais tout était basé sur des céréales importées, maïs, soja et autres céréales. Donc il y a 7000 stations d'aviculture, ce sont maintenant des bâtiments vides. Finalement, l'embargo, dans sa durée, a plus de conséquences que la guerre elle-même qui a été brève. Mais je parle de conséquences sur la mortalité. Il y a aussi la conséquence sur tout l'arrêt de production. Voici un pays qui ne peut pas travailler. Et alors, ce pays qui ne peut pas travailler est dans la misère. Dans la misère. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir tous ces gens, tous ces biens qui sont dans toutes les boutiques, et tous ces gens en face, toutes ces boutiques garnies, abondamment, et tous ces gens en face qui passent devant en baissant la tête. Et les conséquences politiques au niveau... Parce que le bilan de cette guerre, c'est que l'émir Jaber est toujours au pouvoir et que Saddam Hussein est toujours au pouvoir. Naturellement. Est-ce que... comment, d'une part, ma question est double, c'est-à-dire comment, dans un voyage comme ça, échapper au contrôle politique? Et deuxièmement, quel est ton constat sur l'état du pouvoir? Échapper au contrôle politique, je voulais d'abord pouvoir circuler. Pour circuler, il faut des permis. Alors j'ai demandé des permis en arrivant. J'étais recommandé par la FAO de Rome, qui m'a recommandé au délégué FAO de Bagdad, qui est venu me chercher en avion, et qui a pris ma demande en compte, et qui l'a transmis par toute la voie bureaucratique. Au bout de 9 jours, la voie bureaucratique n'avait rien donné. Autrefois, cette délégué FAO, qui est un Égyptien, connaît bien le ministre de l'Agriculture, et autrefois, il téléphonait directement. Mais là, il n'avait plus le droit, à cause de la bureaucratie des Nations Unies, de le faire. Il fallait qu'il passe par toute la filière. Alors, au bout de 9 jours, on a été le voir, on a été le secouer. Enfin, moi, je me suis fâché. Mon camarade Thierry Brun s'est fâché encore plus que moi. Et alors, il a décroché son téléphone. Et le soir, nous étions invités, à 8 h du soir, au ministère de l'Agriculture, par le ministre de l'Agriculture. Bon, je n'ai pas une seconde hésité à aller voir le ministre de l'Agriculture et lui dire que je venais étudier les conséquences de l'embargo sur l'agriculture. Et bon, il m'a remis entre les mains d'un guide, mais ce guide a été un ami, ce guide a voulu montrer toute la situation, il a bien compris qui j'étais, et bon, il fallait marcher avec... le seul moyen de circuler, c'est d'avoir quelqu'un du pays. Ensuite, j'étais même voir le ministère de l'Information, qui m'avait des petits livres où il y a les pensées de Saddam Hussein, qui sont parfois très j'allais dire presque amusantes. Et là, si on pouvait s'amuser de ces choses-là. Mais le directeur du service de presse de l'information m'a donné un énorme livre qui s'appelait Saddam Hussein et les droits de l'homme, avec une grosse couverture, etc. Alors, j'ai dit, monsieur le directeur, je prends ces petits livres-là. Celui-là, vous permettez que je ne le prenne pas. Bon, de temps en temps, marquer un coup gentiment, comme ça. Tu as dit tout à l'heure, bon, c'est une situation dont nous sommes responsables, mais est-ce qu'en disant ça, on n'est pas un peu inconsciemment complice du régime irakien, qui sait sa responsabilité aussi, son entêtement, sa volonté de puissance, c'est son bilan aussi, non? Oui, mais alors j'ai ici le rapport du général Gallois, qui a été au mois de mai, qui montre que le monde entier a ravitaillé en armes, le monde entier, tout le monde, a ravitaillé en armes Saddam Hussein, et que cette confluence du monde entier dans sa guerre contre l'Iran lui a fait croire que le monde entier était avec lui. Donc Saddam Hussein, nous l'avons armé, nous l'avons consolidé sur le plan politique. Et les Irakiens, quand on leur parle, certains que j'ai vus à part, m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas... L'armée américaine n'a pas fait sauter Saddam Hussein?
Ils en avaient la possibilité. Ils nous demandent à nous maintenant de nous révolter contre lui, mais nous sommes les mains nues. Et le système de répression est bien organisé. Ça, alors là, il n'y a pas de problème. Les révoltes, il y a eu les révoltes kurdes en mars, la révolte des chiites du sud. On a beaucoup parlé des Kurdes, on a peu parlé des chiites. On a beaucoup aidé les Kurdes, tous les ONG, on a peu aidé les chiites du sud qui sont enfermés dans un marais, là, qui sont en train de... L'enfer silencieux, m'a dit un médecin algérien, nous a dit un médecin algérien. Ils sont en train de mourir, là, dans des conditions... Tu n'as pas pu aller là-bas? Ah ben non, là, pas de question. Là, et l'armée tout autour, là. On va, tout de même, on va... Ça veut dire quoi? Qu'on les extermine? L'enfer silencieux, on les... Peut-être. Peut-être, on nous a dit que pas de médicaments, pas de vivres, ils sont enfermés, entourés de l'armée. L'armée ne les affecte pas. Alors il y a non seulement les chiites, mais les déserteurs, les réfractaires autour aussi. De Bassora. Dans les marais qui sont pas loin de Bassora. Tout le monde connaît, enfin tous les gens connaissent cette région qui s'appelle les marais. Ça m'aurait même intéressé au point de vue agricole de voir les marais, n'est-ce pas? C'est une sorte de siège silencieux. Un siège. Un siège. Tous ceux qui s'en approchent, ben, nous, il n'était pas question de... Nous étions entre les mains des services d'agriculture de Bassora, qui nous procuraient une voiture, qui nous conduisaient, mais là, on peut aller, là, on ne peut pas aller. Au bout du compte, si on reprend donc, tout ce qui s'est passé depuis un an, quel bilan tu tires de cette guerre? Bon, si je me souviens bien, donc dès le départ, tu étais opposé à cette guerre. Diable. Est-ce que tu tires un bilan triomphant en disant regardez comme j'ai eu raison? Quel est ton commentaire aujourd'hui? J'ai publié dans Le Monde 3 jours avant le 15 janvier un petit papier en disant ça va être une catastrophe. Ça va être, la ruine est là, les misères est là, tout ce qu'on disait était là et je n'avais pas prévu même l'embargo aussi prolongé et que nous serions encore pratiquement en état de guerre aujourd'hui que les... Alors on parle beaucoup des Kurdes, bon ben diable il faut s'occuper des Kurdes. On s'est occupé des Kurdes en exode, mais il faut s'occuper du reste du peuple irakien, qui n'est pas responsable de la guerre. C'est un peuple qui a été soumis. Saddam Hussein a pris le pouvoir en 72, il a pris le pouvoir contre tout le monde. Il a pris le pouvoir par son clan militaire contre les communistes, qui sont repartis à Moscou, leurs dirigeants. Il a pris le pouvoir contre les Kurdes, il a pris le pouvoir contre les chiites, et il a consolidé son pouvoir par la guerre contre l'Iran. Et dans cette guerre contre l'Iran, il y avait tout le monde avec lui. Tout le monde lui a amené les armements et le financement pour acheter les armements. Et la France n'a pas été la dernière. Quand la guerre a éclaté en 80, l'Union soviétique a arrêté toute fourniture d'armement pendant 2 ans. Ce que le général de Gaulle avait fait en 67, quand il y a eu la guerre, Israël contre les pays arabes. La France n'a pas arrêté un jour de fournir. Tu as une expression que j'aimerais bien que tu reviennes dessus. Tu disais les 3 crimes de cette guerre. Les 3 crimes de cette guerre, ben, le premier crime, c'est d'avoir fait la guerre, alors qu'on pouvait faire l'embargo. Le premier crime, c'est d'avoir déclenché l'ultimatum. Et donc, d'avoir déclenché la guerre, qu'on aurait pu éviter. Le deuxième crime, c'est d'avoir remis la guerre entre les mains de l'armée des États-Unis, et non pas entre les mains des Nations Unies. C'est ce qu'a dit Pérez de Cuéllar, ce n'est pas la guerre des Nations Unies, c'est la guerre des États-Unis. Et les États-Unis ont déclenché une guerre où leur idée, numéro 1, pas de morts. Nous avons eu 50 000 morts au Vietnam, et toute l'opinion a attaqué notre guerre parce qu'il y avait des morts. Donc cette guerre ne doit pas avoir de morts américains. Bon, alors il n'y a qu'un moyen de ne pas avoir de morts américains, c'est de détruire tout. Et finalement d'aller jusqu'aux enterrés vivants. Les enterrés vivants sur un front de 3 km, dans beaucoup d'endroits, quand on a attaqué la ligne de front, ils se sont rendus, ils ont laissé passer, et un endroit où ils étaient solides et résistants. Alors pour les sortir de leurs tranchées, il fallait descendre des camions blindés, il fallait descendre des tanks et aller les chercher. Bon, ben, il y aurait eu des morts. Alors on n'a pas hésité longtemps, on les a enterrés vivants. On a amené des bulldozers qui ont amené la terre au-dessus des tranchées et on a amené des camions lourds pour plomber la terre. Et on a enterré vivants 700 personnes, ce qui est contre la Convention de Genève. Et chose curieuse, les Irakiens ne s'en sont pas plaints. C'est des soldats américains qui viennent de le dire maintenant, au début de septembre, qui en avaient gros sur la conscience d'avoir fait ça et de ne pas l'avoir dit. Et qui l'ont avoué. Pourquoi les Irakiens ne se sont pas plaints? Eh bien justement, les Irakiens sont fiers. Les Irakiens ne se plaignent pas des pertes. Les Irakiens ne se plaignent pas des... Ils ne veulent pas avoir l'air d'être... je sais pas. Ils ne veulent pas avoir l'air d'être malheureux, ils restent fiers. Il n'y a pas de mendiants. Dans tout Bagdad, on a faim et on n'a pas de mendiants.
Il y a un professeur d'université à côté de chez nous, dans la rue où nous étions, l'hôtel où nous étions, qui a vu son voisin qui avait mis dans sa poubelle, il passe devant la poubelle, quelques aliments. Il a été trouvé, ce voisin était riche commerçant. Riche commerçant, il n'y a pas de question, il y a de l'argent. Alors il a été trouvé le dit commerçant, il lui a dit, écoutez, mes enfants ont faim, si vous avez encore des aliments en trop, vous seriez gentil de me les mettre dans une assiette que je puisse leur donner. Professeur d'université, dont le salaire ne permet pas de se nourrir. La monnaie a perdu 25 fois sa valeur. La monnaie est à 4%. Enfin, la monnaie descend tous les jours, mais... 25 fois sa valeur depuis quand? Depuis avant la guerre. Avant la guerre, le dinar était une monnaie or, enfin une monnaie équivalente du dollar, il valait 3,3 $, un dinar. Quand on est passé en juillet, avec 1 $, on avait 6 dinars, en octobre 8 dinars, en septembre 8 dinars, en octobre 9 dinars. Donc la monnaie perd toujours de la valeur. Et on a augmenté les salaires de 30%, mais les prix des produits qui étaient subventionnés, parce qu'avant il y avait des aliments subventionnés, notamment le sucre et la farine de blé. Les prix subventionnés sont multipliés par 32 ou par 40, les prix des fruits et légumes par 8 ou 10, de sorte que celui qui n'a que son salaire, même un haut salaire, ne mange pas sa faim. Les étudiants sont là et nous disent, mais enfin qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce que je vais passer mon diplôme de docteur en médecine? Je vais gagner 110 dinars par mois, je n'aurai pas de quoi manger moi. Il n'y a pas de question que je fonde une famille. Donc, c'est un peuple qui a été assommé par la guerre, assommé par les bombardements. Les gosses qui ont été bombardés se réveillent, les gosses de 6 ans, de 8 ans, se réveillent chaque 7h30 du soir où on commençait les bombardements. Au début, on bombardait toute la journée. Après ça, on a décidé de ne pas bombarder le jour pour les laisser quand même aller au marché et de bombarder chaque nuit. Alors, à 7h30, les gosses se réveillent en criant tous les soirs, à l'heure où le bombardement commençait. On a tué le moral de tout un peuple, qui est un peuple fier, travailleur, soumis à une dictature effroyable. Il n'est pas question de défendre Saddam Hussein. Moi, je vais partir au Québec le 15 et le 16 novembre. Nous organisons, enfin, les juristes du Québec m'invitent pour présenter la mise en accusation de George Bush. Je vais demander, non pas que nous accusions Saddam Hussein, mais je vais demander que l'on mentionne la responsabilité de Saddam Hussein et qu'on demande aux pays arabes d'organiser un jugement analogue, qu'on propose aux pays arabes de mettre, comme nous mettons en jugement George Bush, que mettre en jugement Saddam Hussein. Pas nous l'attaquer, mettre en jugement. Et je demande qu'on juge un troisième personnage, un criminel de la paix, Mobutu. Mobutu qui a tué plus de Zaïrois que la guerre n'a tué d'Irakiens. En 27 ans, Mobutu a détruit toute l'économie du Zaïre, a instauré un régime, il n'y a plus de route qui marche, il n'y a plus de transport. Alors même si les paysans peuvent encore cultiver du manioc, ils n'arrivent pas jusqu'à la capitale puisqu'il n'y a plus de route. Le rapport de ce voyage en Irak est destiné à qui, le rapport, en tant qu'expert? Il a été envoyé au prince Sadoun Agaka, il a été envoyé à Edgar Pisani, qui est un de mes amis, qui est un conseiller de Mitterrand, il est envoyé à Bernard Kouchner. J'ai reçu une réponse d'Edgar Pisani qui me dit qu'il est bien d'accord, mais qu'il part en Afrique, qu'il est bien d'accord, que c'est bien triste. Bon. Bernard Kouchner n'a pas encore répondu. Bon, et puis alors, maintenant, j'ai fait une émission sur TV5, hier, qui va toucher les 5 pays francophones. Je parle aujourd'hui, je donne un papier au Monde diplomatique, je vais aller parler au Québec, où je vais avoir les Radio-Canada m'attendent au Québec. Et ensuite un livre. Un livre qui s'appellera « Cette guerre nous déshonore ». Pour moi, ce qui est la première chose, je considère que la France a été déshonorée par l'action de son gouvernement. Et continue de l'être aujourd'hui. En n'acceptant pas les propositions en n'acceptant pas de lever l'embargo. Je comprends très bien qu'on mette un contrôle militaire, qu'on cherche toutes les histoires nucléaires et tout, qu'on maintienne un contrôle nucléaire, un certain même contrôle se justifie. Quand on parle d'ailleurs de dénucléarisation du Moyen-Orient, je dis je veux bien. Il y a 200 bombes atomiques en Israël, est-ce qu'on va les inclure dans la dénucléarisation? Oh, quand on pose une question comme ça, on dit on change de sujet, en général. Hein.
Souvent, un des reproches qu'on fait, on dit, bon, Dumont, il y a une constante, c'est son anti-américanisme. Est-ce que tu revendiques totalement ce type de qualificatif? Je suis invité à de nombreuses reprises par les universités américaines. Oui, non, mais c'est pas une réponse. Je veux dire, sur le fond, intellectuellement. Sur le fond intellectuel, George Bush dirige actuellement le nouvel ordre mondial. George Bush est en train de faire le triomphe. Il y a une nomenclatura qui s'est écroulée, celle des soviets, et nous sommes, nous, la nomenclatura capitaliste. 15% du monde est développé, Europe occidentale, Amérique du Nord, Japon, Australie. Ces 15%-là, ou 80% des ressources mondiales, vivent au-dessus des ressources de la planète, démolissent tous les climats de la planète. Tout à l'heure, je montrerai l'épi de maïs qui en est la preuve. C'est pas l'épi de maïs qui n'est pas fécondé parce qu'au-delà d'une certaine température, la pollinisation se fait mal. Un maïs qui a fleuri le 15 août n'a pas été fécondé. Je l'ai là. Qui a été du Irak, à quel endroit? Par moi, je l'ai cueilli dans le champ. À quel endroit c'était? À 30 km au nord de Bassora. Je peux dire le nom du village où je l'ai cueilli. Je l'ai cueilli moi-même sur le trait. Il m'a dit, il a fleuri le 15 août. J'ai dit, bon, alors, fleuri le 15 août, c'est le moment où il fait le plus chaud. Alors, on est obligé, à cause du réchauffement global, à cause de nos bagnoles, on est en train de compromettre toute l'agriculture tropicale. On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas. Sur cet épi, quoi, il y a une dizaine de grains, en fait. Il y a 5% des grains fécondés, il est là, tout à l'heure. Toutes les petites places, la place où il y a eu les fleurs femelles, qui n'ont pas été fécondées, les trous sont vides. Bon, alors ils ont renoncé naturellement à faire la culture. Avant, ils avaient 2 récoltes par an de maïs. Depuis que c'est si peu que ce soit réchauffé, il a suffi d'1 degré de plus pour qu'on ne puisse plus le faire. Et j'ai là une note de l'IRI, Institut de recherche sur la riziculture de Los Baños aux Philippines, qui depuis 1965 a fait toute la révolution verte du riz, qui est une magnifique réussite. Ils me disent, ils ont déjà des difficultés de pollinisation là où la température a monté. Alors si le riz est compromis par... si le réchauffement global s'accentue, si le riz est compromis, alors on va l'en. Oui, c'est vrai, tout ce regard critique, mais en même temps, la force de ce système que représentent les États-Unis, comme la France représente, c'est que la critique y est possible, que les valeurs permettent ce débat, permettent cette contradiction. Donc, bon, les États-Unis sont aussi les représentants d'un système et de certaines valeurs. Naturellement, et à côté de ça, ils représentent aussi le règne de l'argent. Ils représentent le trio de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, FMI c'est toujours un Français qui est le patron, mais quand même, et le GATT. Et c'est le libéralisme économique non contrôlé, c'est la catastrophe pour le monde entier. C'est l'outil par lequel on a exploité le tiers-monde depuis 30 ans. Et on continue, le nouvel ordre mondial va continuer à exploiter le tiers-monde. La compétition universelle, quand on me dit on veut mettre tout le monde en compétition pour les céréales, je dis moi j'ai vu un gars piocher dans le Sahel africain avec sa pioche là sur un sol pauvre, il va faire 500 kilos de céréales dans son année si Allah est généreux. Puis je le mets en compétition avec un gars qui a un énorme tracteur, une énorme moissonneuse batteuse, ou même avec un gars du 60 naturellement. C'est comme si je faisais courir un homme à pied contre les autos, c'est aussi stupide. Alors on est en train, ce libéralisme économique est en train de ruiner toute une fraction de l'agriculture, y compris la nôtre. Oui, justement c'est très bien, ça fait la transition. Y compris la nôtre, vas-y. Y compris la nôtre, je reviens du Bourbonnais, du bocage bourbonnais, situé entre Bourges et Moulins, à côté de la forêt de Troncé, où j'ai vu les éleveurs qui sont les éleveurs de taille moyenne qui sont en situation la plus difficile depuis qu'il y a eu l'arrivée de viande, qui a déjà la viande avait baissé, mais qui a provoqué l'effondrement. J'ai vu un homme qui a une ferme de 50 hectares, qui loue 500 francs l'hectare, donc il est locataire, il n'est pas propriétaire du tout. Eh bien, à la fin de son travail, il travaille avec son fils, enfin, lui est à moitié retraité, mais mettons un homme et demi, eh bien, il ne gagne pas le RMI. Chacun, une fois qu'ils ont fait tout leur compte, avec la baisse du cours de la viande. Mais est-ce que toi, tu es partisan de certains protectionnismes? Je suis partisan d'un certain, je suis depuis toujours, et plus que jamais, partisan d'un certain protectionnisme. On ne peut pas développer l'agriculture africaine sans un certain protectionnisme. On ne peut pas développer l'artisanat africain sans un certain protectionnisme. Partout, j'ai vu l'arrivée, à Dakar, il y a des artisans qui travaillaient bien. Quand sont arrivés les articles de Taïwan, boum, ils faisaient des petits cartables. Le gars, il faisait des beaux petits cartables pour récollier. Les cartables sont arrivés de Taïwan à moitié prix de ce que lui pouvait faire. Les salaires sont plus élevés en Afrique. Ah non, étaient plus élevés au moment où Taïwan débutait. Maintenant, ils sont remontés à Taïwan. Bon. Mais est-ce que le protectionnisme, y compris pour un pays comme la France, est-ce que ça n'a pas l'air totalement rétrograde et archaïque d'être partisan du protectionnisme alors que tout s'ouvre, alors que c'est né à l'époque de la communication, etc. Est-ce qu'on va désertifier la France?
C'est ça la réponse. Est-ce qu'on va désertifier la France? Il n'y a plus personne. En 1945, moi j'étais, en 1946, j'étais au plan Monnet, et j'étais de ceux qui ont dit il faut qu'une partie importante des agriculteurs quittent pour agrandir la taille des exploitations. On m'a accusé d'être responsable de la mort de 1 million d'exploitations familiales agricoles. Entre parenthèses, je n'étais pas responsable. Que je le dise ou que je ne le dise pas, ça aurait eu lieu naturellement. Mais à ce moment-là, les gars quittaient la campagne, arrivaient en ville et trouvaient du travail. Actuellement, ils n'en trouvent plus. 2, s'il n'y a pas un minimum d'occupation humaine, alors il faut envisager peut-être des formes de salaire d'autre chose que de l'agriculture, protection de la nature peut-être. Mais ce que je veux dire sur la question du protectionnisme, cette image de protectionnisme, même si elle a je comprends sa logique économique, en même temps politiquement, est-ce que ça ne conforte pas les réactions politiques, et on l'a vu autour du débat sur les paysans et le Front National, les réactions politiques de repli. Quand on dit protectionnisme, on pense aussi à un pays qui se replie, qui ne veut pas communiquer avec les autres. C'est très discutable. Là, sur ce point-là, autant je suis ardent quand je défends l'environnement, autant je suis ardent quand je défends le tiers-monde, autant sur ce point-là, je dis j'ai pris une position discutable. Oui, et je le sais. Et j'hésite. Je vois les avantages, je vois les inconvénients. Et justement, sur les paysans, à quoi ça sert finalement en France À quoi ça sert un paysan aujourd'hui? Est-ce que ça sert à produire des biens alimentaires, à nourrir, comme disent les dirigeants de la FNSEA, ou est-ce que ça doit servir au bien-être, c'est-à-dire au fond à protéger, à être un garant de l'équilibre de la société, etc. Alors j'estime qu'actuellement, il nous faut revoir la finalité, payer l'agriculteur de son travail et de son soin de protection de l'environnement. Je raconte un incident. Je reviens de Taïwan, où je suis allé en 85. J'étais logé chez un cochonnier, un producteur de cochons. J'avais la chambre au-dessus des cochons. J'ouvre la fenêtre, je sens rien. Je dis, là, il se passe quelque chose. Alors je descends, c'est pas difficile, on lave 3 fois par jour, et tout part au biogaz. Et puis, alors, le biogaz donne le gaz pour fournir toute l'énergie de la ferme. Puis après, il y a un lisier, il y a un fumier en bas qui ne sent rien, et qui est acheté par tous les agriculteurs voisins, et qui ne sent rien au transport. Il sent moins que notre fumier de fer ordinaire. Alors j'arrive en Bretagne et je leur raconte ça. Ils ont dit, malheureux, tu veux nous tuer. Le cochon est à 8 francs le kilo vif. Avec 8 francs, on n'arrive pas à payer le maïs et le soja qu'on leur donne et notre travail. En plus, tu veux qu'on investisse. Ben oui. Si on veut protéger l'environnement, si on veut qu'il n'y ait plus de lisier, si on veut qu'il n'y ait plus comment dirais-je, l'infection des rivières par le lisier, il faut Le lisier, c'est quoi le lisier? Le lisier, c'est le purin du cochon. D'accord. Qui a une odeur un peu plus marquée que le purin. Et qui pollue. Qui est polluant. Avant, il n'était pas polluant. Avant, avec ce que mangent les cochons. Non, mais avant, chacun avait ses 3-4 cochons. Le fumier des cochons allait sur le fumier global. Le fumier global était enterré. Le purin. Mais maintenant, il y a 80 truies avec 1000 ou 2000 cochons produits par année, et avec des aliments hors sol, avec des aliments importés. Alors là, il y a une masse de lisier qui est anormale. On a eu le tort de couper comme ça, séparer l'agriculture de l'élevage. Bon, pour réduire les frais, pour réduire la main-d'œuvre. Réduire la main-d'œuvre, ça veut dire mettre les gens au chômage. Tu t'attendais à la révolte des agriculteurs qu'il y a eu là, ou comment tu l'expliques maintenant je voyais tout de même. Non, premièrement, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture française, je suis tiers-mondiste. Deuxièmement, de temps en temps, quand même, j'ai des conversations, et de temps en temps, je lis les journaux. Tu as travaillé sur l'agriculture française. Et là, j'en viens. Je viens du bocage bourbonnais où j'ai une de mes élèves qui avait poussé un Marocain en exil, un copain Serfati, qui est là, elle a fait de son mari un paysan bourbonnais. Quand sa mère vient de Fès, la grande famille de Fès, et voit son fils travailler avec ses mains dans la ferme, elle ne comprend pas qu'il ne prenne pas salarié. Bon. Alors là, j'ai vu une situation, la situation des éleveurs. Elle s'était lancée dans le fromage de chèvre. Comme il y a eu les quotas laitiers, tous les gros laitiers se sont lancés sur les chèvres, qui n'étaient pas limités. Bon, elle, petite productrice de chèvres, a dû vendre ses chèvres. Il y a partout, les excédents arrivent, partout, toutes les... Et si tu avais un conseil politique à donner pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce que tu dirais? Il faut revoir les finalités de l'agriculture, c'est ça que ça revient. Il faut revoir... voyons, la politique agricole commune, elle a été faite, en 57, elle a commencé en 57, elle a été faite avec des prix garantis sans fixer les quantités. Moi, je connais le Québec, où je vais tous les ans. Au Québec, on a fixé les quotas laitiers en 1950. On n'a pas fixé le prix garanti, on a fixé les quotas. Donc on a limité les quantités, en limitant les quantités, on a
sauf protéger les prix. C'est une forme de protectionnisme. Alors nous, comme les prix étaient élevés, on les a protégés un peu trop à ce moment-là, un peu trop. Tu vois, il y a des excès de protectionnisme. Mais on est arrivé à une surproduction. Alors je connais un gars qui a acheté sur les conseils agricoles, fait un investissement magnifique d'une auberge, d'une étable moderne. En 82, on lui a coupé la moitié de son quota laitier. Le gars est en faillite. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas échapper à la faillite. Il a fait son emprunt, il ne peut pas le rembourser. Bon. Alors là, c'était une faute de la politique agricole commune qui a garanti les prix sans limiter les quantités. Bon, et qui s'est pris trop tard à limiter. Et qui s'est pris beaucoup trop tard à limiter les quantités. Elle s'en est occupée au moment où les gens avaient déjà trop. Et alors, on les avait laissés monter haut et on les a même financés pour qu'ils montent haut. Le crédit agricole poussait. J'ai vu cet agriculteur dont je parlais tout à l'heure, le gars qui n'arrive pas à gagner la RMI, il y a 4 ans ou 5 ans, au Crédit Agricole, on lui conseillait d'acheter une 4x4 à 200 000 francs. Bon, évidemment, ça aurait été agréable de circuler partout. Et heureusement qu'il a refusé, parce qu'il n'a pas les moyens de rentabiliser une 4x4. Le Crédit Agricole, donc, poussé. Mais ces banquiers ont poussé à trop financer. Et par rapport à la question de la désertification, comment tu vois, toi, la question, est-ce qu'il faut redéployer le pays sur le territoire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses quand même qui pourraient se passer au village, pas seulement l'agriculture. Le village devrait avoir conservé quelque chose. Actuellement, avec les télécommunications, avec l'électricité partout... Le progrès, c'est pas seulement la ville, quoi. Voilà. Voilà. Il y a des choses qui peuvent s'installer plus facilement. Tout ce qui est service peut s'installer plus facilement au petit bourg que... Alors il y a beaucoup d'agriculteurs dont la femme travaille au bourg. L'agriculteur, j'ai un de mes petits-neveux, non, c'est un neveu, c'est le fils de mon frère, qui est honteux parce qu'il ne nourrit pas sa famille, que sa femme est obligée d'aller travailler pour que le budget familial soit équilibré. Alors qu'il travaille bien, qu'il travaille dur, il n'a pas de quoi nourrir femme et enfants. Est-ce que tu vas jusqu'à dire qu'il faudrait faire pas seulement le mouvement de retenir les gens, par ce que tu viens de dire sur les villages, mais presque le mouvement inverse, c'est-à-dire dire au fond la ville, quand il y a eu les premiers, quand tu parlais de ce que tu avais conseillé il y a 40 ans, bon, c'était l'exode vers une ville qui donnait du travail, qui était le lieu du progrès, qui était le lieu, etc. Maintenant, le paysan d'aujourd'hui, il est un peu comme l'exode du tiers-monde, c'est-à-dire qu'il va dans une ville qui l'attire, mais où il va être chômeur. Donc, est-ce qu'il ne faut pas envisager un mouvement inverse, c'est-à-dire au fond de se dire le lieu du progrès n'est plus forcément la civilisation urbaine? C'est certain, c'est la position que j'adopte, mais c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire en précision, à faire des précisions. C'est pas pour que je donne des conseils, il faudrait que je me penche sur les problèmes de l'économie française. Or, depuis 1953, j'ai quitté l'agriculture française. J'ai quitté l'économie française depuis maintenant 1953, ça fait combien? Ça fait bientôt 40 ans. Donc, si on prend toute ta démarche, bon, il y a un côté Cassandre, hein, il y a un côté qui est un peu récurrent comme ça, assez pessimiste. Bon, là, je reprenais là, par exemple, un monde intolérable et tu vois l'idée l'humanité court à sa perte, enfin, etc. Bon, tu as ce côté Cassandre comme ça. Comment par rapport au moment où tu écris ça, et ce qui s'est passé depuis, la chute du mur de Berlin, cette fantastique ouverture, on dit, il y a un optimisme un peu, je dirais, au niveau du discours politique ou du discours dominant. Je lis le livre de Kouchner, là. Les autres, comment s'appelle ce livre de Kouchner? Qui me dit qu'il est extrêmement inquiet. Qui me dit qu'il s'attend à des situations difficiles partout. Tu veux dire que les événements récents qui ont créé une sorte d'optimisme béat donnent raison à ton pessimisme? Première observation, tous ces pays de l'Europe de l'Est, l'économie de marché qui devait les relever, et l'URSS elle-même, aussi l'URSS dont on ne sait pas ce qu'elle va donner, aussi la Yougoslavie qui est en train de se battre, aussi. Et alors dans le tiers-monde, rien. Dans le tiers-monde, ceux qui cherchent à faire la démocratie, j'ai moi-même essayé d'y collaborer, eh bien, on ne bâtit pas la démocratie sur un fond de misère. Sur un fond de misère, la dictature fleurit plus facilement que la démocratie. Et voici ce qui se passe au Zaïre, c'est vraiment quelque chose, non? Non, ce qui se passe à Lima. J'ai un livre de Jean-Michel Rodrigo sur Lima, de mon ami Jean-Michel Rodrigo. Bon, les bidonvilles de Lima, c'est quelque chose d'effroyable. Et même les États-Unis, enfin voici que Bush commence à s'inquiéter de ce qui se passe aux États-Unis.
Non, la situation, le libéralisme économique, un, ignore l'environnement, deux, augmente sans cesse l'écart nord-sud. Enfin, l'écart nord-sud entre l'Europe occidentale et l'Afrique noire. Écart de revenus moyens en 1700, nous dit Paul Béroc, estimation naturellement, 1 à 2. Tout le monde était paysan, artisan, etc. Écart en 1960, à l'indépendance, 31. L'Europe, 30 fois plus riche par tête, l'Europe de l'Ouest, que l'Afrique noire. Aujourd'hui, 51. Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui nous le dit, les 10 millions de Belges font 130 milliards de dollars, les 500 millions d'Africains d'Afrique noire font 130 milliards de dollars. Donc 10 font 500. Bon, et demain, 1 à 100. Bon, ben, ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas crever la bouche ouverte. Alors, réponse de Fotorino, l'Afrique, la piste blanche. Bon, c'est une réponse qui avait déjà été réalisée dans l'Asie du Sud, le triangle d'or, et a déjà réalisé Bolivie, et Pérou, la drogue. La drogue. La drogue. Bon, et seconde arme. La drogue naît de la pauvreté. Et seconde arme, le terrorisme. Invité avec Charlotte Paquet, janvier-mars 90, à faire 17 conférences dans 7 pays d'Afrique occidentale francophone, janvier à mars 90, première conférence à Niamey. Niamey, c'est pas loin du Ténéré. Hein. Ma première conférence, il y avait l'ambassadeur de France qui était là, qui le lendemain m'a envoyé une lettre parce que j'ai dit, ils ne vont pas accepter de crever la bouche ouverte. Ils ont deux réponses, la drogue et le terrorisme. Le lendemain, lettre de l'ambassadeur de France, comment vous avez insulté les morts du Ténéré et vous avez propagé, incité au terrorisme. Je dis, écoutez, si vous dites en France que j'ai incité au terrorisme, je pourrais vous dire que je suis inscrit au mouvement MAN, Mouvement d'action non violente de Montargis, où je travaille depuis longtemps. Alors, on me connaît plus comme gandhiste que comme terroriste, mais je comprends qu'ils répondent par le terrorisme. Je ne dis pas que je les approuve, je comprends. Alors voilà ce qui se passe. Alors, destruction de l'environnement, j'ai ici le livre de mon ami Edouard Goldschmidt, 5000 jours pour sauver la planète. Comme il y a déjà 1000 jours que le livre a été écrit, ça fait qu'il reste plus de 4000 jours. Personne n'écoute. Bon, hier, il y a eu Hubert Reeves, la marche du siècle. Bon, Hubert Reeves l'a souligné, à mon avis, beaucoup trop modestement. Mais comment, je veux dire, par rapport, moi je sais tout ça, mais je veux dire par rapport à un lecteur, un citoyen lambda, qu'est-ce qu'il voit depuis 2 ans? Si je prends le discours dominant, le discours politique, il voit, écoutez, la démocratie progresse, écoutez, la résolution par des cadres internationaux des conflits progressent, même si, il y a le cas yougoslave, mais il y a quand même la médiation, il y a l'ONU. Non, mais je veux dire, est-ce que quand même, par rapport à tout ce qui se passe depuis 3 ans, est-ce que tu peux faire comme si ça n'intervenait pas du tout pour nuancer ton analyse? Actuellement, destruction de l'environnement et inégalité croissante nord-sud, les deux problèmes essentiels, ne cessent de s'aggraver tous les jours. Tous les jours, voilà, mon maïs. Donc tu veux dire qu'au fond, ce qui se passe actuellement est à côté de la plaque des problèmes essentiels? À côté de la plaque des problèmes essentiels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès. J'ai pas été à l'enterrement du communisme. Hein. J'ai pas été à l'enterrement, non. J'avais signé depuis longtemps. Enfin, j'ai enlevé la faucille du marteau en 1920. Alors, j'avais 16 ans. Donc, j'ai fait mon retour de l'URSS avant tout le monde. Je ne vais pas prendre leur défense. Mais l'économie de marché, non. Quand Chirac dit je veux bien les écologistes avec moi à condition qu'ils adoptent l'économie de marché, ça prouve que Chirac n'a pas compris ce que c'est que l'écologie. L'écologie, c'est le contraire, très exact, le contraire total et intégral de l'économie de marché. L'écologie, c'est la discipline de la consommation. La discipline de la consommation, ça commence par l'économie d'énergie, ça conduit par économiser tout. C'est une vie d'austérité. En 1930, en 60, nous étions, nous les ONG, on s'est battu en Afrique en disant, voilà, l'écart est de 31, pour réduire cet écart, on va augmenter le niveau de vie de l'Afrique. On a foncé, pendant 30 ans. Résultat, l'écart, c'est pas 31, c'est 51. On a échoué. Actuellement, il faut absolument réduire cet écart. Il n'y a plus qu'un moyen, c'est de réduire notre gaspillage. Bon, réduire notre gaspillage, ça veut dire le pétrole très cher. Michel Noir commence à le dire. Je commence pas sur les transports à Lyon. Sur les transports à Lyon, enfin. Le directeur général de Volvo a dit il nous faut autre chose en ville que l'économie à carburant. Bon, moi je l'ai dit en 1974, tout ça. Bon, plus tard, les routiers, chaque année,
5% d'auto en plus en France, 12% de transport routier de plus en France. Et les transporteurs routiers ne sont pas contents, parce qu'ils sont trop nombreux à être transporteurs et qu'il n'y a plus de fret maintenant, plus assez de fret. Bon, on va vers cette histoire des transporteurs routiers, cette histoire de tout le monde mécontent, 250 milliards de francs de dépenses militaires en France. Il suffit de le réduire de moitié pour satisfaire les agriculteurs, les infirmières, les dockers, etc. Mais les militaires ne sont pas contents. Ben, naturellement, est-ce que nous devons rester gouvernés par les militaires? Le programme commun 77 avait dit on arrête les essais atomiques. En 77, des gens de l'état-major sont venus dire si vous arrêtez les essais atomiques, nous on fait sauter, on fait un coup d'état militaire. Qui est-ce qui a négocié avec les militaires? Charles Hernu. Et on a capitulé. Le Parti socialiste, arrivé au pouvoir, a capitulé devant les militaires, et ensuite a vendu des armes à tout le monde. Et quand en 67, il y a eu la guerre israélo-arabe, De Gaulle a arrêté la fourniture des armements. Quand il y a eu la guerre Iran-Irak, ils ont fourni. Et dans mon livre Le monde intolérable, paru en 88, j'ai parlé de l'Irak Gate, en disant quand même, pourquoi est-ce qu'on attaque l'Iran Gate, qui paye content, et pas l'Irak Gate, qui ne paye pas. 35 milliards de francs, bon. Justement, tu as parlé de l'écologie, de ce que disait Chirac. Comment tu analyses, l'écologie est au cœur du débat politique français, là, tout d'un coup, de manière tactique. Non, mais oui, bon, de manière tactique. Quelle est ta vision de la... parce que l'écologie, ça, on le voit avec les débats au sein des Verts, par exemple, ça ne porte pas à gauche forcément. Toi, tu as une définition de l'écologie, mais moi, certains peuvent être écologistes et peut-être racistes. Il y a des ambiguïtés dans l'écologie. Moi, je me proclame peuple de gauche, je ne suis pas ouvert à cause de ça. Je ne suis pas ouvert parce que je ne veux pas dire ni droite ni gauche. Moi, je suis à gauche, mais je suis satisfait d'aucun des partis de gauche. Alors, ça veut dire quoi être à gauche quand on n'est pas content du parti? Non, mais ma question, c'est est-ce qu'au fond, l'écologie, je voudrais que tu reviennes sur ta définition d'écologie, c'est-à-dire est-ce que l'écologie n'a pas un côté fourre-tout qui permet toutes les manipulations, je veux dire, ou est-ce que, tu vois, c'est ce que je... Le mot écologie ne suffit pas à définir, il y a toute une politique. L'écologie, c'est d'abord la protection de l'environnement, l'écologie, c'est épargner l'air et l'eau, prolonger la durée de survie de l'humanité, qui est menacée. Il n'est pas sûr que l'humanité finisse le 21e siècle. Pas la planète, elle sera là. Il y aura une planète sans hommes, avec des coccinelles, des rats, des choses comme ça. L'humanité peut disparaître sans bombe atomique. L'humanité peut disparaître sans bombe atomique, peut disparaître en tout cas peut-être en situation extrêmement difficile. L'humanité de 1930, moi j'étais à Hanoï, 1930. 2 milliards d'habitants. J'arrive dans ce pays, je regarde la population, elle commence à augmenter. Je regarde la production, elle n'augmente pas. La production du riz, du tonkin de 1930, on disait le tonkin en ce temps-là, 1930, 30 ans de stagnation, comme ça, les petites machines. Et je dis, danger, démographie. Alors, tout le monde contre moi. Les marxistes encore plus enragés contre moi que les catholiques. Bon, j'ai fait l'unanimité à ce moment-là. On était 2 milliards d'habitants, on est 5 milliards et demi. Et l'autre jour, j'étais à l'événement du jeudi dîner débat, les gars étaient en train de manger leur bon beefsteak, là, et il y a un gars qui a dit, oui, certains disent que la population ira, un des auditeurs, jusqu'à 14 milliards d'habitants. Ah, je dis, bon, 14 milliards d'habitants, qu'est-ce que vous mangerez? Moi, j'ai fait le calcul. Maïs soja, comme les cochons aujourd'hui. Je ne peux plus vous donner de viande, 14 milliards d'habitants, pas de question. Alors, maïs soja, je dis, c'est pas mauvais, ça. Voilà. Non, mais c'est fou de dire, de ne pas mettre la... Alors, le ministère de la coopération, qui j'ai dit ça en 60, quand j'étais membre du comité, directeur du FAC, la 5e République m'a révoqué de l'École nationale d'administration et m'a promu en même temps à 2 grands comités directeurs, le FAC et la recherche scientifique et technique. Alors je leur ai dit ça, ben non, démographie, non, il faut pas en parler. Et elle vient d'ouvrir, alors j'y étais là il y a 2 mois, oui en septembre, au début de septembre, elle vient d'ouvrir un colloque pour la première fois sur... pas l'explosion démographique, la croissance rapide de la population. Mais est-ce que là, il n'y a pas un côté, par rapport à la démographie, céder à des peurs? Parce que bon, tu sais quand même qu'il y a certaines des projections démographiques vont plutôt vers l'idée
avec des masses beaucoup plus importantes, mais d'une stabilisation autour de 2050. Bon, il y a des débats autour. Il y a cette idée un peu de, tu vois, de la fin de la transition démographique et donc le passage à une stabilisation. Mais à un chiffre effroyable. Oui. Bon. Le chiffre de stabilisation actuellement prévu, c'est entre 10 et 14 milliards. Même 10 milliards, c'est beaucoup trop. Non, c'est une misère effroyable si on va jusque-là, jusqu'à 2050. C'est pas possible, il n'y a pas d'artifice possible. Ben si, il y a des artifices possibles. Il y a que scolariser toutes les fillettes, c'est tout. On l'a fait en Kerala, en Tamil Nadu, en Sri Lanka. On n'a pas augmenté le niveau de vie, on a mis à l'école toutes les fillettes, y compris les fillettes du village, et on est passé de 3,2 à 1,6 de taux de croissance démographique. En Afrique, on est à 3,4%. Donc on sait, mais... alors, attention, pourquoi en Afrique on ne peut pas le faire? Il ne faut pas seulement l'école, il faut 1 milliard de vélos et 100 millions de charrettes. Parce que les femmes transportent tout sur la tête. Enfin, en Afrique, il y a des autos en ville, et au village, il n'y a ni vélo, ni charrette, ni brouette. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On rapporte des belles photos, où il y a, dans mon livre pour l'Afrique j'accuse, là, qui va chez Plomb, une douzaine de femmes et 3 fillettes qui ont chacune une charge de bois sur la tête. Je regarde les 15 charges de bois, un âne avec une petite charrette le transporterait, cette charge, sur une petite piste. Bon. Alors, vraiment, l'auto que nous avons introduit en Afrique, le Paris-Dakar qui popularise l'auto, j'ai des fonctionnaires de Dakar qui m'ont dit quand même, quand on voit arriver Paris-Dakar, on a tous envie de barboter un petit peu dans la caisse pour s'acheter une bagnole, non? Les fonctionnaires peuvent barboter, mais les autres pas. Mais est-ce que je veux dire sur l'idée de cette question démographique, la question, c'est la suivante, c'est dans le débat autour de l'écologie, est-ce qu'il n'y a pas, dans une période troublée comme celle qu'on vit aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas le risque, si tu veux, d'une dérive du thème écologique autour des peurs, si tu veux, et autour du repli vis-à-vis de la démographie, c'est le tiers-monde, donc c'est la peur de l'immigré. Tu vois, comment tu vis ça, si tu veux? C'est-à-dire, l'écologie n'a pas forcément une... elle peut aller dans différentes directions, les ruisseaux peuvent se perdre. Moi, je me bats sur 3 terrains, je me bats pacifiste, je me bats écologie, mais je me bats sur l'économie mondiale. Le droit au travail, c'est le partage du travail. Nous sommes en France, il y a tant de millions d'habitants, il y a tant de populations actives, potentielles. Il faut réduire à 32 heures de travail pour que tout le monde ait du travail. Mais pas seulement 32 heures, parce qu'il y a le travail à la campagne. Mon frère avait une ferme qu'il cultivait avec 3 salariés. Actuellement, son fils, mon neveu, le cultive seul. Cet homme est un esclave, 14 heures de travail par jour, mais il n'a pas de s'acheter, de louer un salarié, parce que il faudrait qu'il retire ses gosses de l'école primaire, de l'école secondaire qui est dans la ville. Alors quoi? Ne pas lui donner les moyens, ne pas donner à l'agriculture le moyen d'avoir un niveau d'emploi suffisant. Alors on fait des camps de concentration pour volailles, qui nous donnent des œufs qui valent rien, parce que les poules sont dans un petit machin et sont stressées, pour réduire la main-d'œuvre. Alors pour réduire la main-d'œuvre, on gaspille beaucoup de métal, parce qu'il faut faire tous les appareillages. Enfin, des calculs faits sur la loi du profit aboutissent à tout gaspiller. Le libéralisme économique, c'est le règne de l'argent, le libéralisme économique, c'est le règne du profit. Le libéralisme économique nous dit qu'il faut augmenter toutes les productions. Augmenter toutes les productions, on accumule les déchets ici. Là, il y a un petit jardin d'une école privée, là, secondaire, qui est là. Tout à l'heure, il y a 20 sacs de feuilles mortes qu'on a mis devant la porte. Moi, j'aurais fait un petit tas dans le coin de ce parc privé qu'ils ont, puis j'aurais fait fermenter. Accumuler la masse de déchets, nous sommes des recordman. On a plus de déchets par tête d'habitant qu'à New York, ici à Paris. À Paris? J'ai lu ça. D'accord. Non mais, notre civilisation de l'automobile, notre civilisation... toutes les voitures maintenant sont partout sur les trottoirs, l'auto a tous les droits. Quand un gars boit un coup et tue, c'est l'autre jour, un jeune motocycliste de 17 ans, ben c'est un accident. Pour moi, c'est pas un accident. Il avait 2,6 d'alcool dans le sang. C'est un criminel. Alors, on parle de criminel. Bon, les 2 petites filles, là, bon, c'est un acte criminel. Ça, mais le jeune homme qu'on a tué dans sa moto, là,
dans sa petite moto, non, c'est pas criminel. Pour moi, c'est un crime comparable. Bon, je ne sais pas approuver naturellement l'autre crime. Mais tout individu qui boit et qui tue doit être considéré comme un assassin. Non. Comment se fait-il qu'avec tous les bouleversements qu'il y a eu récemment, toi qui aimes toujours aller sur le terrain, tu n'as pas eu envie, par tous les moyens, d'aller en Russie, d'aller dans les pays de l'Est européens? Non, mais oui. La question est volontairement provocante. Oui, d'accord. Non, mais non. Tu vois, bon, de te dire, je vais me précipiter. Non, c'est là-bas que ça bouge. Je vais me précipiter pour y aller voir. Non, j'ai choisi. Hein. J'ai choisi. Je reviens d'Irak, je vais au Brésil. Bon. Donc c'est un choix politique. C'est un choix politique. Bon. Et tu ne peux pas être taxé du coup d'un choix politique. Attends. J'ai proposé. Est venu ici un membre de l'Académie des sciences de Moscou qui m'a demandé à me rencontrer. Au moment où je venais de publier, pour l'Afrique j'accuse, demander l'autorisation de publier en russe. Je lui ai dit naturellement. Alors je lui ai dit, écoutez, moi j'ai fait une étude sur l'écriture soviétique en 62, je suis prêt à y retourner. Il dit, c'est pas intéressant, il n'y a rien à faire. On propose, je dis, on a décollectivisé en Chine, ça a bien marché. Il dit, non, chez nous, les paysans ne veulent pas. On leur propose des terres, ils n'en veulent pas. Ils ont été pendant 70 ans sous-payés, sous-travaillant, et ils ne veulent plus travailler. Bon, je reviens de la Martinique, je vais là où on m'appelle, à côté de la Martinique, il y a Haïti. J'avais une possibilité d'aller en Haïti, j'ai vu tous les rapports accumulés sur Haïti, j'ai dit non. Quand j'avais décidé de ne pas aller en Haïti, le lendemain, le père Aristide était renvoyé. Non, mais il y a ce fait que je n'ai pas là. Je vais à mes frais partout, hein, mais c'est pas une question d'argent. Non, j'ai bien compris. Non, mais ma question, c'était dans tes priorités. Donc... J'étais en Pologne en 82, la dernière fois. C'était en 1962, je leur ai dit que la mer d'Aral allait diminuer, c'était tellement évident. Bon, ils ne m'ont pas écouté en russe. Ils ont traduit mon livre en russe quand même. C'est pas tous les livres qui traduisent en russe. Justement, par rapport à l'Afrique est mal partie et ensuite, tu as fait un cycle finalement. Tu as fait l'Afrique est mal partie et puis là, tu viens de faire démocratie pour l'Afrique. J'ai fait un cycle. Il y a eu beaucoup de choses dans l'intervalle. Il y a eu notamment l'Afrique étranglée, portant sur Zambie et Tanzanie en 79, qui est paru en 80. Il y a eu ensuite pour l'Afrique j'accuse, qui est à la suite de l'invitation de Thomas Sankara, où j'ai fait le Sahel, le Burkina Faso, le Niger et la vallée du fleuve Sénégal. Bon, et puis j'étais réinvité en 90, hop, là j'ai accepté tout de suite. Ma question c'est, entre l'Afrique est mal partie et démocratie pour l'Afrique, est-ce que ça veut dire, à voir tout ce qui se passe justement dans les pays africains actuellement, est-ce que tu es tout d'un coup là optimiste, c'est-à-dire que tu crois à ce processus? Évidemment, il faut la démocratie, mais la démocratie ne se bâtit que sur un minimum de revenus. Or, actuellement, le minimum de revenus est en train de diminuer depuis 80. La décennie perdue, c'est 80-91, où le niveau de vie a diminué, le revenu réel par tête a diminué d'entre 20 et 30% dans la plupart des pays d'Afrique. Donc nous sommes en plein. C'est Fotorino qui a écrit L'Afrique disparue, n'est-ce pas, un de ses titres, et la piste blanche est la démonstration de ce que devient l'Afrique quand on la ruine. Non, l'Afrique, et c'est la démographie qui domine tout. Mais est-ce que ça va jusqu'à dire que la démocratie c'est un luxe, quoi, que ça suppose un stade de développement économique? Dans une certaine mesure. Et nous disons démocrates, et nous ne sommes pas démocrates, parce que nous exploitons les autres. Les pays riches se disent démocrates, ils le sont à l'intérieur, et encore pas vis-à-vis aux États-Unis, pas vis-à-vis de tout le monde, hein. Il y a de la misère aux États-Unis, mais ils ne sont pas démocrates puisqu'ils exploitent le tiers-monde. Tant qu'ils exploitent le reste du monde, tant qu'il y a 80% des ressources pour 15% de la population, tant que tout le pétrole va chez nous et ce pétrole brûlé démolit les climats des autres, non, on n'est pas démocrate. On a l'apparence de la démocratie, Mais pour revenir à ce qui se passe en Afrique, on a l'impression, de manière, la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des grèves,
je force, hein, Ah, ça oui, veut oui. dire des manifestations et des destructions, ça veut dire des campagnes électorales, donc de l'argent, ça veut dire des promesses, donc des illusions, d'où l'appel à l'argent sale, d'où des frustrations, etc. Alors, est-ce que... Je peux citer un exemple. Au Népal, chaque élection coûte un grand morceau de forêt, parce que les gens qui sont au pouvoir ont le droit de couper dans la forêt domaniale. Les Népalais m'ont dit, faites pas trop de... Ne mettez pas trop de démocratie, parce que la forêt va en souffrir. Alors, est-ce que, pour prendre l'Afrique, si tu veux, est-ce qu'on ne peut pas se dire, bon, d'accord, il y a la liberté de parole, mais au fond, c'est le partage de la pénurie, c'est ce qui se passe à l'Est. Est-ce que la démocratie, elle est pas mal... Pour lier les deux titres de tes livres, la démocratie serait mal partie? Évidemment, quand on voit ce qui se passe au Zaïre, on dit, bon, il faut l'état de droit. Il ne faut pas continuer à ne pas payer les soldats, parce que les soldats non payés ont été pillés. Et puis derrière eux sont venus les autres qui ont pillé, et puis après ils ont mis le feu. Alors où allons-nous? Actuellement, on a faim au Zaïre, bon, on pille pour manger, mais en pillant pour manger, on compromet le manger de demain et d'après-demain. On mange aujourd'hui, mais on compromet la situation du Zaïre. Bon, ben, le Zaïre est protégé par nous. Est encore là. Et Yadema était encore là il n'y a pas longtemps. Moussa Traoré, il n'est parti qu'après avoir tué 300 personnes. Donc nous sommes responsables de tous ces tyrans, et il faut les faire sauter. Mais, une fois l'opposition au pouvoir, dans mes conférences janvier-mars 90, j'avais devant moi les jeunes Africains, il n'y avait pas 1% de femmes dans l'auditoire. 99,5% ou 0,6% d'hommes. Je leur dis, bon, ben, vous n'êtes pas démocrate. Tant que vous ne traiterez pas, tant que vous ne respecterez pas, je dis à ces jeunes, vos femmes et vos filles, comme vous respectez vos mères, vous ne serez pas démocrate dans la famille, donc vous ne saurez pas bâtir une démocratie dans l'État. Ça, le statut des femmes, c'est à cause du statut inférieur des femmes aussi qu'il y a la démographie galopante. Parce qu'elles n'ont pas le droit de maîtriser leur fécondité. Alors voilà un problème qui me paraît tellement essentiel et que tous les opposants africains, j'ai eu une réunion au Sénat au mois d'août avec un groupe d'opposants africains, ils étaient furieux, il n'y a que le monde économique, il n'y a que l'ordre économique dominant. Je dis bon, j'attaque aussi comme vous l'ordre économique dominant, mais vous ne vous en sortirez jamais sans maîtriser votre démographie. Démographie. Est-ce que la grille de lecture nord-sud est suffisante? Parce que certains pensent que, au fond, le nord pourrait se passer du sud. Sûrement. Et qu'au fond, on est plutôt dans une sorte de dérive des continents, si tu veux, de détachement de certains du sud, du nord, quoi. Et qu'au fond, il se passe quand même des choses entre le sud et le sud. Il y a des prédateurs du sud. Le Brésil veut... Tu vois, mais c'est sûr. Bon. Il y a d'abord des décisions à l'intérieur. La ruine des pays d'Afrique n'est pas seulement due à notre oppression économique, elle est due à l'oppression économique des tyrans qui sont là en place et de tous leurs courtisans. Même au Fouet-le-Boigny a exploité tout son pays, n'est-ce pas? Encore une ou deux questions. Hein, puis ça va. Mais là, c'est des questions plus générales. Bon. Donc, toujours dans ton côté Cassandre, est-ce que tu n'accrédites pas l'idée, au fond, paradoxalement confortable pour certains de tes lecteurs, que le tiers-monde est foutu? Parce que quand même, il continue à vivre, le tiers-monde. Oui, naturellement. Mais je dis, je proteste contre ceux qui disent l'Afrique est un continent perdu. Je dis, il faut faire quelque chose pour l'Afrique. Mais je n'en arrive pas. Parce que si on prend les conditions décrites dans les rapports, dans tes livres et tout, on se dit, mais comment ils peuvent vivre, ces gens? Et ils vivent quand même. Donc comment ça fonctionne, ça? Ils vivent. Donc, non, mais il y a d'autres sorts, alors. Ils vivent de plus en plus mal. Ils sont en proportion de plus en plus élevée à mal manger. Ils mangent beaucoup plus mal aujourd'hui qu'en 80. Ils ont atteint un sommet en 1977, 78, 80, un sommet. Un sommet d'éducation, de santé, de ressources. C'est la dernière décennie qui est la décennie de la dégradation. Et pourquoi? Parce que c'est quand il y a les cultures d'exportation comme café cacao, quand il y a la Côte d'Ivoire par exemple, c'est jusqu'en 77-78 que ces produits d'exportation sont vendus cher. Alors on a pris les habitudes de dépenser, puis les courtisans ont volé. Et alors quand il n'y a plus eu de ressources, on a pris l'habitude de dépenser beaucoup, on a voulu continuer. Et on a continué comment? En s'endettant. Et alors maintenant l'endettement est là. Et l'endettement, on ne s'en sort pas.
Mais il n'y a pas que l'Afrique qui s'en sort pas. L'Union soviétique ne peut pas rembourser. Ce mois de novembre, 600 millions de dollars, elle ne paye pas. Non, ce que je veux dire, c'est toi qui connais bien quand même, bon, même qui va à chaque fois sur le terrain voir les paysans, etc. Est-ce que dans cette culture du Sud, du tiers-monde, tu vois, par rapport au développement, par rapport à... Bon, il n'y a pas... Tu vois, il faut pas la voir aussi de manière optimiste. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand tous les gens qui vont pour la coopération, ils disent mais on n'arrive pas à leur apprendre la gestion, on n'arrive pas à ceci, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs, tu vois, qui sont là, qui ne sont pas des valeurs d'individualisme, de liberté individuelle, mais il y a une sorte de résistance, de solidarité du groupe. Tu prends un pays comme Haïti, on se dit qu'il n'y a rien à faire, mais en même temps, les gens continuent. Tu vois, donc est-ce que notre vision, notre vision du Sud n'est pas une vision fausse? En Haïti, j'ai un copain qui y est allé, il y avait une chaise dans le village. Alors, on promenait la chaise de maison en maison pour qu'il puisse s'asseoir dans chacune des maisons. En Haïti, les gars n'ont pas une pioche et un sécateur, et une machette. Ils vont aller l'emprunter chez le voisin. En Haïti, la terre est ruinée, les paysans sont ruinés, le moral est ruiné. Et ça se dégrade tous les jours. Même le moral se dégrade en Haïti. Le frère de Charlotte était ambassadeur du Canada en Haïti. J'avais l'occasion, la possibilité d'y aller, je savais que je n'y ferais rien. C'est un cas... Non, ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est cette idée que, on se dit, bon, il faudrait faire du développement... Ça dépend des médias, ça dépend de vous. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en clair, la vision, si tu veux, on se dit, mais comment ils peuvent s'en sortir? C'est-à-dire, comment ils peuvent... Il y a un fauteuil pour toi, Charlotte. Comment ils peuvent s'en sortir et au fond, est-ce que quand même ils n'ont pas en eux-mêmes, alors que la situation est de pire en pire, il n'y a pas ces sociétés traditionnelles n'ont pas une certaine façon de s'en sortir qui peut nous apprendre des choses. C'est ça que je veux dire. Bon, leur civilisation était au point jusqu'en 1900. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peu nombreux. Et c'est une civilisation adaptée à une population peu nombreuse. Par exemple, le système de la jachère prolongée. On cultive 1 an, 2 ans, on laisse le sol en jachère pendant 10 ans. Pendant 10 ans, l'herbe pousse spontanément, nourrit le bétail, puis ensuite on l'enfouit. Bon, maintenant, ils sont trop nombreux, il n'y a plus de jachère. Alors quand il n'y a plus de jachère, il faut introduire ce que nous avons fait, nous, en Europe, la révolution fourragère. Cultiver des fourrages, avoir plus de bétail, avoir plus de fumier et remettre le fumier. On l'a fait chez nous, moi je l'ai fait, chez mon oncle, dans les Ardennes, avec un tombereau et 2 chevaux. Ils n'ont ni tombereau ni chevaux. On transporte sur la tête des femmes. Moi j'ai transporté 30 tonnes de fumier à l'hectare, sur un champ de betteraves fourragères. Bon, un tombereau de 2 tonnes, 15 voyages, 30 tonnes. 30 tonnes sur la tête des femmes, c'est par charge de 30 kilos. Ça fait 1000 voyages. Le champ est à 3 km, aller-retour, 6 km, 6000 km. Eh bien, j'ai vu un film dans le soleil, d'un soleil à l'autre, au Canada. D'un soleil à l'autre, j'ai vu un film d'une femme qui, dans l'ouest, le nord-ouest de la Tanzanie, a transporté pendant 300 jours 15 kilos de fumier sur sa tête sur un trajet de 3 km avec une dénivellation de 300 mètres. Et on montrait ça comme un magnifique exemple. Bon. Voilà comment... en les laissant dégrader le sol, en les laissant démolir le sol, on cherche à reconstituer maintenant. Et voilà ce qu'on propose, les femmes esclaves, les femmes bêtes de somme. Les bêtes de somme à 2 pattes, pas à 4 pattes. Voilà ce que c'est que l'Afrique. Alors, ceux qu'ils avaient mis au point dans leur tradition, à l'époque où ils étaient peu peuplés, ne vaut plus rien. Dans l'économie mondiale, ne vaut plus rien dans la densité de population accrue. Donc il faut... Ben oui, 1 milliard de vélos. Comment? On n'a pas le moyen de leur fournir 1 milliard de vélos? 30 $ le vélo. 30 $ le vélo, ça fait 30 milliards de dollars pour tout le tiers-monde. On fait le vélo pour 30 $ à Taïwan. Alors il ne faut pas leur fournir des vélos, il faut leur fournir des fabriques de vélos. Il ne faut pas leur fournir des charrettes, il faut leur fournir des fabriques de charrettes. Il faut leur fournir des fabriques de tout. Ce qui est la base, ce qui est que les femmes puissent respirer, laisser leurs fillettes aller à l'école, parce que maintenant les fillettes de 4 ans portent l'eau et le bois. Voilà le cercle vicieux. J'ai encore 2 questions. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce truc très paradoxal, c'est qu'un pays que tu cites souvent en exemple, c'est Taïwan.
Et ce qui brouille ton image, puisqu'on se dit, bon alors c'est le tiers-mondiste écologiste de gauche, etc. Et Taïwan, la Chine nationaliste, capitaliste. Taïwan, c'est le magnifique exemple du libéralisme économique contrôlé par l'État, dirigé par l'État. Moi je suis un libéraliste économique, comme si c'était un contrôle par l'État. Contrôlé par l'État de façon à ce que toutes les activités soient dirigées dans l'intérêt national, que toutes les activités soient dirigées dans l'intérêt social. Résultat, Taïwan avait en 1950 un écart entre le 20% riche et le 20% pauvre de 15 à 1. Le Brésil avait le même écart en 50, il y a 40 ans, de 15 à 1. Entre les 20% riches les 20%... et les 20% pauvres. Les 20% riches, 15 fois plus riches par tête que la moyenne des 20% pauvres. C'est un chiffre assez élevé comme écart. Aujourd'hui, au Brésil, l'écart est 33 à 1. Taïwan, l'écart est 5 à 1. C'est à cause de ça que j'étais à Taïwan. À cause de 5 à 1. Et pas de chômage. Bon, alors, au point de vue environnement, alors là, c'est la catastrophe. Hein. Alors là, on a toussé, Chad n'a pas arrêté de tousser à Taipei. Bon. Donc, il commence à le comprendre un peu tard. Mais en quoi c'est le... Explique-moi concrètement. Libéralisme. Un libéralisme tempéré par l'État, ça veut dire libéralisme économique. C'est-à-dire que l'État, comme au Japon, l'État dirige l'économie, et il suffit que l'État dise, il n'y a pas besoin de l'ordonner. Il n'y a pas besoin de prendre une loi. Il dit aux principaux producteurs, j'ai besoin, comme au Japon, on le dit et ils le font. Ils le font parce qu'ils savent qu'il vaut mieux être bien avec l'État. Alors, on donne du travail à un crédit énorme à l'éducation et à la santé. Bon, voici l'État. Alors maintenant, l'éducation, le niveau d'éducation à Taïwan, c'est le nôtre. Hein. Et aux États-Unis, ils sont toujours en tête de tous les concours des universités américaines, taïwanais. Hein. Bon. Et voici la démographie. Ils sont maintenant à 1,2 de démographie, moins que la Chine qui est à 1,4, sans aucune contrainte, avec simplement l'éducation. Bon, je vois la famille de paysans, réforme agraire, comme au Japon, la terre aux paysans. Alors, avant, ils étaient métayers. Maintenant, ils n'ont plus de loyer. Réforme agraire. Le paysan travaille dur, il a 3 enfants, un reprend la ferme, l'autre monte un petit atelier, et la fille va à l'atelier et le fils va à l'usine. Bon, eh bien, au départ, ils travaillent 10, 11, 12 heures par jour pendant une génération. Accumulation. Maintenant, ils travaillent 8 heures. Maintenant, ils ont des salaires qui vont se rapprocher des nôtres. Il a fallu un effort considérable de travail. Ils sont chinois. Voilà. À Taïwan, ils sont chinois. En Afrique, ils ne sont pas chinois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand je dis à monsieur le grand économiste de Taïwan, je leur dis enfin quand même, vous avez réussi. Moi, je reviens d'Afrique, je voudrais bien en faire autant en Afrique, enfin. Que votre exemple serve, mais il n'arrive pas à servir, votre exemple. Mais du malheureux, ne parlez pas l'Afrique. Ces gens-là n'ont pas connu Confucius, quand même. Il ne faut tout de même pas nous comparer à ces sauvages cannibales qui sortent à peine de la brousse, et nous qui avons 2000, 3000 ans de civilisation écrite, c'est vrai. Et puis que nous avons la civilisation du travail. Nous respectons le travail. Nous respectons, en Chine, le mandarin et le paysan. Le mandarin est le premier, le paysan est le second. Le soldat est le dernier. En Afrique, le mollah et le soldat sont premiers. L'imam et le soldat. En Chine, le mot brigand, c'est le même mot que soldat. Maintenant, mon ami linguiste qui disait ça, mais il me dit, mais brigand, ça veut dire soldat combattant américain, alors il n'y a pas qu'en Chine. Soldat comme brigand, ça vient de soldat combattant, c'est battant en brigade. Oui. Donc il n'y a pas qu'en Chine que soldat et brigand sont le même mot. D'accord. Ultime question, bon, si je prends les deux dimensions de ta pensée, c'est-à-dire entre ce pessimisme et l'utopie, bon, suppose que je sois un politique aux affaires, chargé des affaires, est-ce que ta position n'est pas un peu commode, un peu confortable ? C'est-à-dire d'être pessimiste, dire voilà tout ce qui va se passer, voilà les catastrophes qui se présentent, mais on a une façon de s'en sortir, c'est l'utopie. Bon, ça donne pas beaucoup de... Dans ce livre que j'écris maintenant, je propose l'utopie et je propose ensuite la transition vers... Ce qui est difficile, c'est pas l'utopie. L'utopie, tracer un tableau d'utopie, c'est pas difficile. C'est les chemins pour accéder à l'utopie. D'accord, c'est bien la question que tu poses. Alors, je commence par dire, le pétrole, autorité mondiale du pétrole. Le pétrole vendu très bon marché aux pauvres, très bon marché pour les produits essentiels, très cher aux riches, très interdit aux productions somptueuses, etc.
Bon, ça c'est l'utopie intégrale. Puis après, je dis, Nicolas Sarkozy vient de dire, dans la politique internationale, il me faut le pétrole à 25 $ le baril. Sinon, on n'a pas d'investissement pour... Nicolas Sarkozy qui est... Nicolas Sarkozy. Bon, la première étape, quand j'écrivais ça, le pétrole était à 17 $. On a fait la guerre du Golfe pour le pétrole à bon marché. Le pétrole à bon marché, c'est la mort. La mort à moyen terme de l'humanité. Parce que le CO2. D'accord. CO2. Le pétrole cher, ça veut dire qu'on a incité à l'économiser et sont rentables toutes les économies d'énergie. Il y a un magnifique appareil d'énergie éolienne à Captcha, qu'on a été voir au Québec. Bon, quand le pétrole... Ici, tiens, regarde là. Sur le toit, non, on ne voit plus. Sur le toit en face, il y a les panneaux solaires. Bon, tu connais les panneaux solaires. On a mis des panneaux solaires partout. On a tout bloqué en 85 avec l'effondrement du prix du pétrole. C'était plus rentable. Seul le pétrole cher permet d'économiser le pétrole. Mais alors, en même temps, c'est pas l'utopie. Oui, mais quand on prend la leçon des chocs pétroliers, le pétrole cher, c'est aussi le chômage, c'est aussi la crise. C'est le chômage et la crise. Est-ce qu'actuellement, avec le pétrole bon marchand, on a eu le chômage et la crise aussi. Autant. Donc c'est pas ça la clé. Okay. Et juste une petite annexe, l'utopie, c'est pas du tout à la mode avec tout le monde. On se dit plutôt c'est les utopies meurtrières, c'est l'échec des utopies, l'échec du communisme, c'est finalement l'échec de l'utopie. Comment est-ce qu'on peut être utopiste aujourd'hui, après un siècle de catastrophe au nom de l'utopie? Je vois pas le moyen de s'en tirer dans le régime actuel. Alors, je passe au divan le 8 décembre. Alors, j'ai déjà enregistré. Comment il s'appelle le gars du divan? Chapier. Alors, Chapier me dit, oui, mais alors, votre écologie, ça ne peut marcher qu'avec la dictature. Je dis, c'est pas difficile, la dictature est là, non? On a la dictature de l'argent. On a une dictature stupide, moi je propose une dictature intelligente. Tenant compte des conditions écologiques, tenant compte de l'écart nord-sud. Ok, voilà. Et c'est la dernière fois que je me bats. Alors Plenel, vous êtes venu voir René Dumont pour le journal Le Monde. Ouais. Il semble que le journal Le Monde ait oublié un petit peu René Dumont ces derniers temps. Oui, enfin, pour être franc, puisque dans Le Monde, mes questions seront posées vous. Bon, là, je l'ai tutoyé, donc il faut dire les choses vraiment. C'est-à-dire que c'est pas Le Monde, je suis au Monde, et moi, j'ai eu envie de faire cette interview. Alors il y a... je crois qu'il y a... Le monde, c'est pas une unité, c'est aussi traversé de conflits, de contradictions, et notamment, il ne faut pas se cacher, la question de la guerre du Golfe a été un thème de débat et de division au sein du monde, pour prendre cet exemple-là. Les questions nord-sud, on n'a pas tous la même vision, etc. Si ce n'est qu'il y a une caractéristique à mes yeux du Monde, c'est que si moi je fais une interview de René Dumont, qui ne plaira peut-être pas à certains journalistes du Monde sur le fond de ce que dit René Dumont, elle passera. C'est-à-dire que c'est un lieu, où moi, quand je fais des articles, qui ne plaisent pas, y compris à certains confrères. Mais ils passent. Si on est sur fond de compétences professionnelles, etc. Donc il y a quand même une dimension de ça. Mais je ne vais quand même pas éluder les raisons. Pour moi, c'est comme l'accomplissement d'un souvenir d'enfance, René Dumont. Mon père, qui était un historien, un géographe, et qui était vraiment, c'est un breton, mais la terre, il avait grandi à la ville, on était loin, mon grand-père était représentant de commerce, c'est pas une famille qui était liée à la terre, quoi. Donc c'était pas du tout dans la culture de la famille. Et pourtant, sa maman, il a vécu un peu au tiers-monde, enfin j'ai grandi un peu, et j'avais 10 ans, mon père me disait, le seul métier valable, c'est ingénieur agronome. Et parmi les premiers livres que j'ai lus, je veux dire que j'ai dû mal lire d'ailleurs, mais il me mettait dans les mains les livres de René. Et ça se passe au début des années 60, quand il fait L'Afrique est mal partie, etc. Et mon père a été très déçu que je ne fasse pas ingénieur agronome. Quand on passait devant l'Institut national d'agronomie, quand on va vers la rue d'Ulm, mon père me montrait, quand j'étais môme, l'immeuble, en disant c'est là qu'il faudra que tu sois. Donc c'est comme ça.
D'une certaine manière, je compense ma dette à l'égard de mon père. Et puis l'autre clé qu'il faut bien dire, bon, c'est un ami c'est Jean-Paul Besset qui a permis ça parce que bon, Jean-Paul, comme je dis, c'est celui qui m'a appris le métier. Et bon, voilà quoi. Et alors, par rapport à ce que vous avez lu de René Dumont et ce que vous lisez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que il y a des choses qui ont été confirmées, qui se sont réalisées par rapport à cette époque des années 60? Ce que je découvre, et notamment parce que, bon, comme Jean-Paul Besset fait cette biographie de René Dumont dans les discussions avec Jean-Paul, etc., qui probablement celui qui a tout lu, là, du coup, qui a tout révisé, ce que je découvre, et je dois dire que bon, alors là, c'est notre responsabilité, nous journalistes, que j'avais pas saisi à ce point, c'est cette dimension prophétique, qui, je comprends d'ailleurs, doit certainement exaspérer certaines personnes, parce que c'est énervant de voir quelqu'un qui a eu souvent raison, quoi. Mais ça me fascine. Ça me fascine que des questions qui sont au cœur de notre présent et qui commencent à devenir évidentes, ou qui certaines sont déjà évidentes depuis 15-20 ans, on s'aperçoive quand on reprend le fil qu'il y a un homme qui, à partir d'une démarche très pragmatique, très concrète, les a posées avant tout le monde. Bon, et ça, je trouve ça démentiel, je trouve ça totalement fascinant. Et je trouve ça d'autant plus fascinant, bon, pour ma génération, qui est celle, disons, des grands idéaux universaux, 68 et après, que ça a été fait par quelqu'un qui l'a fait justement dans une démarche très individualiste, je veux dire, au bon sens du terme, c'est-à-dire bon, il ne s'est pas mis dans un groupe, il ne s'est pas mis dans une collectivité à laquelle il devait rendre des comptes, il a fait ça en traçant sa route tout seul. Et ça, je veux trouve ça totalement... Enfin, ça me fascine parce que, bon, c'est pas comme ça que par exemple, moi, j'ai grandi. Hein, je veux dire, on a plus grandi dans des mouvements collectifs, et qui peut-être, à la réflexion, je me dis, mais peut-être que ça arrondit les angles, ça nous a peut-être fait perdre ce qui est la qualité de René, qui est de dire, même à ses copains, ce qui les dérange, quoi. Bon. Et d'être capable de faire ça. Et ça, je trouve ça fascinant. Moi, je ne sais pas bien le faire, ça. C'est la première fois que vous interviewez René Dumont? Oui, bien sûr, oui. Et alors, qu'est-ce que vous en retirez de cette interview, cette prise de contact avec René Dumont? Comme ça, là, j'aurais du mal à répondre, parce que bon, moi, sur une interview, bon, je fais le magnétophone comme ça, mais après, bon, je retravaille, hein, parce que bon, moi, je suis pas un type d'oral, hein, c'est-à-dire que je crois beaucoup à l'écrit, hein, et je crois qu'un auteur prolifique, René le pense. Donc, ce que je veux dire, c'est pour vous dire mon sentiment sur l'interview et comment, je pense qu'il faudra le dire quand on sera à la version écrite, hein. D'ailleurs, bon, moi, je pose parfois des questions pas assez directes, je tourne, parce que bon, c'est une conversation, et de ça, on va faire une interview écrite. Alors, est-ce que maintenant, par exemple, dans le Monde, le Monde diplomatique ouvre beaucoup ses pages à René Dumont. Des billets de René Dumont sont publiés souvent dans la page 2. Vous allez maintenant publier un grand article aussi. Est-ce que vous pensez que le Monde se rapproche un petit peu de René Dumont? Je pense non. Bon, d'une part, le Monde s'est rendu compte, hein, c'est l'explication de cette interview quand même, d'un certain Le Monde quotidien, qu'on avait un petit peu dans la période récente perdu le contact avec certains interlocuteurs intellectuels, hein, dont dans la grande période du Monde, le Monde était le véhicule normal. Bon, et c'est vrai que je veux dire, Libération depuis 10 ans, les pages rebond, même Le Figaro dans la nouvelle période. Bon, on a une concurrence intellectuelle, quoi. Bon, il y a des intellectuels qui écrivent dans le Monde, dans le Libération ou dans le Figaro, et on se dit parfois, tiens, il devrait être chez nous. Bon. Donc on a décidé au Monde de faire ces entretiens du lundi, c'est-à-dire d'avoir en permanence, indépendamment des articles de page débat qui sont envoyés par des gens de l'extérieur, d'aller au contact, d'aller demander. Bon, et c'est évident que René Dumont, c'est une bonne idée, mais on va en faire d'autres. Bon, moi, comme je me suis intéressé à Colomb, je vais faire avec Nathan Wachtel, qui est un américaniste, quelque chose sur la vue des Amériques, hein, sur vue des Indiens, quoi, sur le 5e centenaire. Bon. Donc il y a ça. Bon, deuxièmement, alors est-ce que le Monde, moi je suis pas le Monde, je suis pas. Par exemple, est-ce que le Monde se rapproche? Je peux pas répondre. Pendant la guerre d'Algérie, au moment de Mendès France, le Monde était dans toutes les luttes anticoloniales, et René Dumont était tout à fait écouté, comme d'autres d'ailleurs anticoloniaux.
Il semblerait que au moment de la guerre du Golfe, justement, ce débat dans le monde ait eu lieu, mais le monde n'était pas derrière. Non, le monde, c'est clair, n'a pas eu la position du New York Times, le New York Times a eu comme position l'embargo, rien que l'embargo, tout l'embargo, et le monde n'a pas pris cette position. Pas pris cette position parce que cette position, elle ne relève pas d'un vote de la rédaction. Hein. Il y a le service étranger, il y a la rédaction en chef, les gens qui suivent ces questions. Moi, je veux dire, je ne partage pas. Je veux dire, il y a eu du travail journalistique impeccable, hein, à mes yeux, mais au niveau de ses positions éditoriales, évidemment, moi, je fais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Alors, est-ce que il faut dire, le monde, par rapport à votre question, a tourné, a changé? Je crois plus profondément que ce qui s'est passé au monde, c'est ce qui s'est passé à l'image d'une génération. C'est-à-dire, hein, les repères se sont brouillés, les débats idéologiques sont moins simples. Certaines des personnes qui ont eu des positions très favorables à la guerre du Golfe sont des gens dont on serait étonné de voir les positions qu'ils ont eues il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, il y a une sorte de période où les marques se sont brouillées. Je ne parle pas ça en termes de gens qui auraient retourné leur veste, mais simplement c'est vrai que ça est devenu compliqué. C'est devenu un peu plus compliqué et les gens se sont dit c'est moins simple qu'on le pensait. Et du coup, on se rabat sur certaines certitudes. On se rabat alors parfois sur des certitudes confortables, ce qu'on est. Hein. L'Occident, la démocratie, des choses comme ça, en disant on en est les représentants, et c'est ce qui s'est passé avec ceux qui étaient très favorables au Golfe, à la guerre du Golfe. Donc je crois que c'est ce qui a atteint le monde, parce que ça a traversé Libération aussi, il y a eu des débats à Libération, et ça, sans parler des médias télé, c'est-à-dire que quand même la presse écrite à mon avis, a quand même été un lieu, et le monde compris, plus pluraliste et plus critique que ce qui s'est passé au niveau de la mise en scène médiatique des télévisions, quand même. Hein. Donc, moi, je suis pas catastrophé par ce qui s'est passé. Je suis catastrophé, par ce qui s'est passé au monde, hein. Parce que, je crois que ça fait partie d'un moment général. On en a débattu, et puis d'une certaine manière, la réalité... on en a parlé tout à l'heure, hein, mais le bilan de cette guerre va faire son chemin. Hein. Et certaines questions qui semblaient iconoclastes, elles vont sembler évidentes. Est-ce que René Dumont reste un repère pour votre génération? Moi, je dirais plutôt, et c'est le sens, puisqu'il n'y a pas de mystère, le livre de Jean-Paul, c'est dans une collection que j'anime, je vais dire qu'il le devient.